Nous ne paierons pas tes frais de scolarité. Tu ne le mérites pas, m'ont dit mes parents après que ma sœur jumelle et moi avons été acceptés dans le même programme, au même moment. Ils payaient les siens en intégralité. Je n'ai pas abandonné. J'y suis allé quand même. 2 ans plus tard, mes parents sont devenus blêmes en découvrant la vérité. Quand le courriel est arrivé, j'ai crié si fort que j'ai fait peur aux chiens. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, une de ces choses stupides que l'on fait, même si l'objet dit clairement « Félicitations, vous avez été accepté ». J'étais admise. J'ai couru dans le couloir comme une folle, manquant de trébucher sur le tapis en allant vers la cuisine où mes parents prenaient leur café. Léa était déjà là, faisant défiler son téléphone comme si elle attendait quelque chose. J'ai été admise, ai-je dit, rayonnante. L'Institut supérieur de Valois, le programme de sciences des données. Ma mère a cligné des yeux. Oh, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de sa tasse. C'est super. Puis Léa est intervenue avec un « digne » parfaitement synchronisé de son téléphone. Moi aussi, a-t-elle dit d'un air suffisant. Je viens de recevoir le courriel. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ma mère a sursauté comme si on avait mis le feu sous sa chaise. Vraiment? Oh mon Dieu, Léa, c'est incroyable. L'Institut supérieur de Valois a de la chance de t'avoir. Elle l'a serré dans ses bras. Puis mon père s'est levé aussi, donnant à Léa cette petite tape fière sur l'épaule, comme si elle venait de gagner une médaille olympique. Personne ne m'a prise dans ses bras. Je suis resté là, tenant mon téléphone toujours ouvert sur la lettre d'acceptation, pendant qu'il l'adulait comme si elle était la seule à avoir été admise. Nous avons toutes les deux été acceptées, ai-je dit. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Bien sûr, a dit mon père en me jetant un regard. Mais Léa a toujours été un choix plus naturel pour ce programme. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a balayé ma question d'un geste de la main. Rien. Juste, tu sais, Léa a toujours été plus concentrée. Concentrée? Léa, qui avait oublié 2 fois de s'inscrire au bac. Léa, qui n'avait pris les cours de calcul que parce que je lui avais donné des cours particuliers pour qu'elle s'en sorte. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, mais le pire était à venir. Bien pire. Plus tard ce soir-là, après le dîner, j'ai relancé le sujet. Je voulais parler de la logistique, les frais de scolarité, le logement, les prochaines étapes. Léa avait déjà publié son acceptation sur toutes les plateformes de médias sociaux avec 30 hashtags et un filtre. Je n'ai même pas eu droit à une conversation. Quand j'en ai parlé, ma mère a soupiré comme si je demandais quelque chose d'extravagant. Chloé, nous devons être honnêtes avec toi. Nous n'allons pas payer tes frais de scolarité. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous avons décidé d'utiliser le fonds pour les études universitaires pour Léa, a dit mon père, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. J'ai sincèrement cru qu'il plaisantait. Qu'est-ce que vous voulez dire, pour Léa? Le fonds était pour nous deux. Nous sommes jumelles. Ce n'est pas si simple, a dit ma mère. Léa a toujours été plus constante sur le plan académique. Elle a montré une véritable détermination. Et pas moi. Ma voix s'est brisée. Tu as toujours été créative, a-t-elle dit, ce qui dans notre maison était un code pour dire « peu fiable ». Mais l'université est un investissement énorme. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. C'était comme recevoir une gifle avec un sourire. Il ne choisissait pas seulement Léa, il me disait en face que je ne valais pas l'investissement. Je l'ai mérité, moi aussi, ai-je dit, la gorge nouée. Nous avons été admises dans le même programme, à la même école. J'ai travaillé tout aussi dur. Tu ne le mérites pas, a dit mon père sèchement. Pas comme elle. Et c'est ainsi que la décision a été prise. Léa irait à l'Institut supérieur de Valois, tous frais payés. Et moi? J'étais livré à moi-même. Léa n'a rien dit. Pas à ce moment-là. Elle ne m'a pas regardé. Elle a simplement continué à faire défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. Cette nuit-là, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fixé la lettre d'acceptation jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais j'avais l'impression que pleurer confirmerait tout ce qu'il croyait de moi, que j'étais trop douce, trop fragile, trop indigne. Alors, à la place, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à chercher des bourses, des subventions, des prêts étudiants, n'importe quoi.
S'ils pensaient que j'allais abandonner et simplement accepter leur verdict, ils ne me connaissaient pas du tout. 2 ans plus tard, ils se tiendraient à ma porte, le visage blême. Quand j'ai emménagé pour la première fois dans le petit appartement de tante Sylvie, tout ce que j'avais avec moi, c'était 2 sacs de sport, un ordinateur portable qui surchauffait si j'ouvrais plus de 3 onglets, et un nœud serré ailé dans ma poitrine. Mes parents ne m'avaient pas aidé à faire mes bagages. Ils ne m'avaient même pas dit au revoir. Ils étaient trop occupés à conduire Léa à son tout nouveau dortoir, prenant des photos pour Facebook comme si elle était une sorte de princesse en route pour son couronnement. J'ai reçu un texto de ma mère ce jour-là. Il disait « Bonne chance. Fais des choix intelligents. » C'était tout. Tante Sylvie m'a accueilli à la gare routière avec une étreinte et un sac de courses rempli de collations. « Tu peux dormir sur le canapé-lit, m'a-t-elle dit. Il est plein de bosses, mais il est à toi. » Cette première nuit, allongé sur son canapé-lit grinçant, avec l'odeur de curry de ses voisins qui s'infiltrait à travers les murs, je n'ai fait que fixer le plafond en pensant, ils le pensaient vraiment. Ils ne vont vraiment pas m'aider du tout. Mais ce n'était pas la première fois qu'ils montraient clairement qui comptait le plus. Léa et moi sommes jumelles, mais seulement techniquement. Nous sommes nés à 43 minutes d'intervalle, et d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours eu 43 pas de retard. Elle a eu la villa de rêve de Barbie pour Noël, j'ai eu des chaussettes. Elle a eu des cours de danse supplémentaires, des tuteurs privés, une fête pour ses 16 ans avec un disque jockey et un traiteur, on m'a dit, tu es plus indépendante. Tu n'as pas besoin de tout ça. Quand nous avons toutes les deux été acceptées à l'Institut supérieur de Valois, Léa a fondu en larmes de joie. Moi aussi, mais les miennes n'ont pas duré longtemps, car mes larmes sont devenues amères à la seconde où mes parents m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit que je ne le méritais pas. Pourtant, même à ce moment-là, j'avais espéré. Peut-être qu'une fois que nous aurions commencé, une fois qu'ils m'auraient vu travailler dur, ils changeraient d'avis. Ce ne fut pas le cas. Léa a bénéficié de frais de scolarité entièrement payés par le fonds familial, plus une généreuse allocation mensuelle pour ses frais de subsistance. J'ai eu une pile de paperasse et un « tu te débrouilleras ». J'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver. Certaines ont été acceptées. Quelques-unes étaient minuscules, 450 € par-ci, 900 € par-là, mais cela s'additionnait. J'ai aussi eu droit à des prêts subventionnés, ce qui était à la fois un soulagement et un fardeau. Pour y arriver, j'ai également dû prendre 3 emplois à temps partiel, barista le matin, assistante de bibliothèque entre les cours, et des quarts de travail le week-end dans un centre d'appel pour un fournisseur d'accès Internet. Je ne dormais pas beaucoup, mais j'étudiais comme si ma vie en dépendait, parce que c'était un peu le cas. L'Institut supérieur de Valois était brutal. Le programme de sciences des données avait la réputation d'éliminer les étudiants rapidement. J'étais entouré d'enfants avec des MacBooks et des parents qui payaient leur loyer. Je codais sur un Chromebook emprunté et je dormais sur un canapé-lit. Je voyais à peine Léa. Nous étions dans la même majeure, mais elle avait un groupe d'amis différents, des jeunes bruyants, soignés, avec des sacs de marque et un temps libre infini. Je la voyais parfois de l'autre côté du campus, riant sur la pelouse, un thé aux perles à la main, ses cheveux parfaitement bouclés. Elle ne s'arrêtait jamais pour parler. Et moi non plus. C'était plus simple comme ça. J'ai tout mis dans mes études. J'assistais à chaque cours, je m'asseyais au premier rang, je rencontrais les professeurs pendant leurs heures de permanence. Même quand je n'avais pas de questions, j'avais besoin qu'ils sachent que j'étais sérieuse. Car contrairement à la plupart de mes camarades, je n'étais pas là pour explorer ou me trouver. J'étais là pour survivre. La deuxième année a été plus difficile. Mes bourses n'ont pas été renouvelées au même rythme. Mes prêts ont augmenté. Mon dos me faisait constamment mal à force de dormir sur cet horrible canapé-lit. Tante Sylvie ne s'est jamais plainte, pas une seule fois, mais je savais que je repoussais les limites de son hospitalité. Alors j'ai essayé autre chose. Ça a commencé modestement, juste un peu de nettoyage de données en freelance pour un étudiant diplômé. Puis quelqu'un d'autre a eu besoin d'aide pour extraire un ensemble de données. Puis une entreprise locale a voulu des analyses de clientèle. Je n'étais pas en école de commerce. Je ne connaissais rien à la tarification ou à l'image de marque, mais je savais comment travailler. Au début, j'appelais ça une activité annexe, juste quelque chose pour aider à payer les courses. Mais au printemps, j'avais 3 clients réguliers et un site web. L'été, je déclarais mes impôts en tant que travailleuse indépendante. Ce revenu supplémentaire signifiait que je pouvais enfin donner un petit loyer à tante Sylvie,
qu'elle a rapidement dépensé pour m'acheter un nouveau futon parce que, comme elle disait, si je te laisse dormir ici, tu ne devrais au moins pas te réveiller en forme de point d'interrogation. Et puis finalement, j'ai trouvé un studio que je pouvais me permettre. Minuscule, au dernier étage, sans ascenseur, mais il était à moi. La première nuit où j'y ai dormi, je me suis assise par terre en mangeant des nouilles dans un gobelet en carton et je me suis permis de respirer pour la première fois depuis ce qui semblait être 2 ans. Pas d'aide, pas de filet de sécurité, pas de parents qui planaient avec des conditions et des contraintes, juste moi. Parfois, je voyais encore Léa sur le campus, moins souvent maintenant. Elle n'était plus dans aucun de mes cours. Je ne savais pas si elle avait changé de majeur ou si elle prenait juste des cours à option. Elle était toujours magnifique, une peau parfaite, des sacs de marque, de nouvelles tenues chaque semaine. Mais quand nous nous croisions, elle ne hochait même pas la tête. Elle n'était pas venue me rendre visite. Nos parents non plus. Honnêtement, je pensais qu'ils m'avaient complètement oublié. Jusqu'à ce que l'on frappe à la porte. C'était un mercredi soir. Je venais de terminer un appel tardif avec un client et je réchauffais un reste de sauté au micro-ondes. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Mes parents étaient là, ma mère dans son manteau bien coupé, mon père l'air raide et pâle. Aucun des deux n'a rien dit au début. Ils me fixaient juste comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je réponde. « Chloé » a finalement dit ma mère, la voix tendue. « Nous devons parler. » C'est à propos de Léa. Mon estomac s'est noué. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils avaient enfin reconnu ce que j'avais accompli. Ils étaient venus parce que quelque chose n'allait pas. Et d'une manière ou d'une autre, je savais déjà qu'ils allaient me demander quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir donner. Je ne les ai pas invités à entrer tout de suite. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte de mon petit appartement, le cœur battant, fixant mes parents comme s'ils étaient des fantômes. Je ne les avais pas vus depuis presque 2 ans. Pas une seule visite, pas un appel téléphonique, pas même un texto d'anniversaire. Et maintenant, ils étaient là, pas les mal à l'aise dans mon couloir, comme des étrangers. Ma mère a rompu le silence la première. « C'est Léa » a-t-elle dit. Nous n'avons pas eu de ces nouvelles depuis plus d'1 semaine. J'ai cligné des yeux. D'accord. Elle ne répond pas aux textos ni aux appels, a ajouté mon père. Sa colocataire dit qu'elle est à peine rentrée à la maison. Nous avons essayé de contacter l'université, mais l'école ne veut rien nous dire. Tu es la seule qui pourrait savoir quelque chose. J'ai fait un pas en arrière et j'ai croisé les bras. Pourquoi saurais-je quelque chose? Nous ne nous sommes pas parlé depuis la première année. Ma mère a tressailli. N'empêche, vous allez à la même école. Tu dois bien avoir une idée. Elle n'est dans aucun de mes cours, ai-je dit sèchement. Nous ne fréquentons pas exactement les mêmes cercles. Ils se sont regardés, incertains, mais je sentais que ce n'était pas la seule raison de leur venue. De quoi s'agit-il vraiment, ai-je demandé. C'est alors que mon père a soupiré, a mis la main dans son manteau et en a sorti une lettre pliée. Il me l'a tendue. Dernier avis, en souffrance. Solde, bien loué au 16 rue Molière, appartement 4B. Solde impayé, 4 350 €. Paiement immédiat requis pour éviter toute action en justice. Mes yeux ont parcouru les mots 2 fois, puis une 3e. Je ne comprends pas, elle a cessé de payer son loyer, a dit ma mère à voix basse. Il y a 3 mois. Ma mâchoire s'est crispée. Je pensais que vous couvriez son loyer. C'était le cas, a dit mon père, maintenant sur la défensive. Nous lui envoyions de l'argent chaque mois, directement. Nous avons supposé. Vous avez supposé qu'elle payait, ai-je terminé pour lui. Le visage de ma mère était rouge maintenant. Apparemment, elle l'a utilisé pour d'autres choses. Des voyages, des vêtements, un séjour au ski, je crois. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Bien sûr, Léa avait pris leur argent et l'avait utilisé pour vivre comme si elle était toujours l'enfant chéri d'un conte de fées de lycée. Et il ne l'avait jamais remarqué, ne l'avait jamais remis en question, continuant simplement à lui virer de l'argent comme un distributeur automatique en panne qui crache des collations, que l'on appuie sur le bouton ou non. Elle traînait toujours avec ces jeunes riches, a murmuré ma mère, plus pour elle-même que pour moi. Je suppose qu'elle essayait de suivre. Je les ai dévisagés. Et maintenant? Vous pensez que je sais où elle est? C'est possible, a lâché mon père. Ou peut-être que tu as entendu quelque chose.
Non, ai-je dit. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 1 an. Je ne suis pas sa baby-sitter. Tu pourrais quand même aider, a dit ma mère. C'est ta sœur. J'ai ri, sans humour. C'est juste sorti de moi, amer et sec. Ma sœur, ai-je dit. Vous voulez dire celle que vous avez choisie à ma place. Celle pour qui vous avez payé pendant que je travaillais 3 emplois et dormais sur un canapé pendant 2 ans. Ce n'est pas juste, a dit mon père vivement. Non, ai-je lancé. Ce n'est pas juste. Mais c'est la vérité. Ma mère a adouci sa voix. Nous ne te demandons pas de couvrir son loyer. Juste de nous aider à la retrouver. Elle te répondra peut-être. Non, elle ne le fera pas, ai-je dit. Et même si c'était le cas, ce n'est pas mon problème. Voilà. La chose que je n'avais pas osé dire pendant des années. Pas quand j'avais 18 ans et que je sanglotais dans la salle de bain d'invité de tante Sylvie. Pas quand j'étais debout à 3 heures du matin à relire des saisies de données avec les doigts couverts d'ampoules et une migraine. Ce n'est pas mon problème. Vous avez fait vos choix, ai-je dit. Léa aussi. Et j'ai fait les miens. Mon père s'est avancé. Chloé, nous sommes ta famille. J'ai reculé. Vous avez cessé d'être la mienne le jour où vous m'avez dit que je ne méritais pas l'éducation que vous lui avez offerte gratuitement. Ils ont tous les deux tressailli à cette phrase. Un coup direct. Pendant une seconde, personne n'a rien dit. Le vent sifflait dans le couloir à l'extérieur. Mon reste de riz cuisait doucement dans le micro-ondes derrière moi. Puis l'expression de ma mère s'est durcie. Tu as changé. Oui, ai-je dit. J'ai dû. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il ne s'agit pas du passé. Ta sœur a des problèmes. J'ai plié la vie et le lui ai rendu. Elle peut s'en occuper, tout comme je l'ai fait. Tu es égoïste, a sifflé ma mère. Non, ai-je dit. Je suis enfin juste envers moi-même. Il ne savait pas quoi répondre à ça. Pendant si longtemps, je m'étais plié en 4 pour obtenir leur approbation. J'avais minimisé ma peine, enfoui ma colère, je m'étais faite petite. Maintenant, ils voulaient quelque chose de moi et ne pouvaient cacher leur déception de voir que je n'étais plus la fille obéissante dont ils se souvenaient. Tu sais, a dit mon père froidement, pour quelqu'un qui aime parler d'avoir été abandonné, tu fais un bon travail en abandonnant ta propre famille. Je n'ai pas scié. Vous n'êtes pas ma responsabilité. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Nous pensions juste. Vous pensiez que je vous sortirais d'affaire, ai-je dit. Mais je ne suis pas votre plan de secours. J'ai tenu la porte ouverte. Bonne chance pour trouver Léa. Ils ont hésité, la bouche de mon père s'ouvrant et se fermant comme s'il avait encore quelque chose à dire. Mais quoi que ce soit, il l'a ravalé. Ils sont partis. Mais c'était loin d'être terminé. Je ne m'attendais pas à les revoir. Pas après la façon dont ils sont sortis de mon appartement. Pas après que j'ai refusé de nettoyer les dégâts de Léa. Je pensais que j'en avais fini de jouer la méchante dans leur histoire. Mais 2 mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une table ronde sur l'entrepreneuriat jeunesse. Rien d'énorme, juste une conférence pour les étudiants et les fondateurs en début de carrière. J'ai failli refuser. Parler en public me rendait encore nerveuse, mais mon mentor a insisté. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un magazine de petites entreprises avait publié un portrait de moi la semaine précédente. Ils avaient entendu parler de mon entreprise par l'un de mes clients et voulaient faire un article sur les fondateurs de moins de 30 ans qui défient tous les pronostics. Il y avait mon nom, une photo, une citation sur la façon dont j'avais construit quelque chose à partir de rien. Et c'est tombé sur le fil d'actualité Facebook de mes parents. Alors me voilà, debout en coulisses dans un blazer qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe de première année, quand j'ai jeté un coup d'œil à la foule et que je les ai vus au 3e rang, assis ensemble, le visage de Pierre, comme s'ils étaient entrés par accident. J'ai eu la nausée. J'ai failli partir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait mon discours. Non pas parce que je le devais à quelqu'un, mais parce que je me le devais à moi-même. J'ai parlé de la lutte, oui, des nuits blanches, du fait de dormir sur des canapés et des emplois qui couvraient à peine les manuels scolaires. Mais j'ai aussi parlé de ce qui est venu après, non pas l'argent, mais l'autonomie, le fait que je pouvais décider qui j'étais maintenant. C'est ça qui comptait. Quand ce fut terminé, je me suis échappé dans le couloir pour respirer.
J'avais à peine fait 2 pas avant d'entendre la voix de ma mère. Chloé. Je me suis retourné lentement. Ils étaient tous les deux là. Ma mère, tenant son sac comme un bouclier. Mon père, avec ce sourire crispé, de circonstance, qui signifiait qu'il voulait quelque chose. C'était une présentation très impressionnante, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Nous avons vu l'article, a ajouté ma mère. Ça nous a surpris. Clairement, ai-je dit. Elle a hésité. Léa ne va pas bien. Cela a attiré mon attention. Elle a pris du retard dans son programme. Elle a échoué à quelques cours, et maintenant elle dit qu'elle veut changer complètement de majeur, ce qui signifie tout recommencer. Elle est aussi en retard sur son loyer, a ajouté mon père. Tu avais raison. Elle n'utilisait pas l'argent que nous lui envoyions pour le logement. Elle vivait bien au-dessus de ses moyens. Je suis resté impassible. Je les avais prévenus. Ils ne voulaient pas l'entendre à l'époque. Nous avons contracté un autre prêt pour combler le déficit, a dit ma mère à voix basse. Mais les temps sont durs maintenant. Nous sommes en retard sur l'hypothèque. Nous n'aurions jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Et, ai-je demandé. Ils ont échangé un regard. Nous demandons de l'aide, a finalement dit mon père. Juste le temps que les choses se stabilisent. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sérieux? Tu réussis bien maintenant, a dit ma mère. Et nous ne demandons pas grand-chose. Juste assez pour couvrir les frais de scolarité de Léa à l'avenir et peut-être aider avec la maison jusqu'à ce que nous trouvions une solution. J'ai ri, malgré moi. C'est juste sorti. Vous me demandez, ai-je dit, de payer pour le diplôme que vous ne m'avez pas laissé poursuivre. Pour la fille que vous avez choisie à ma place. Ce n'est pas juste, a lâché mon père. Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Non, ai-je dit, la voix ferme. Vous avez fait ce qui était facile. Vous avez choisi celle qui souriait à table, portait les vêtements que vous aimiez et vous faisait vous sentir bien dans votre peau. Et maintenant qu'elle n'est pas celle que vous pensiez, vous revenez en rampant vers celle que vous avez rejetée. L'expression de ma mère a vacillé. De la peine, peut-être, mais pas assez. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit doucement. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit. Vous étiez la famille de Léa. Moi, j'étais juste là. Le ton de mon père s'est durci. Tu te crois meilleur que nous maintenant parce que tu as gagné un peu d'argent? Non, ai-je répété. Je pense que je vois enfin les choses clairement. Ils sont partis peu de temps après. Il n'y a pas eu de grande dispute, pas de porte qui claque, juste une retraite silencieuse et défaite. Et je les ai laissés partir. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'ils avaient commencé à dire aux gens que j'étais ingrate, que j'avais tourné le dos à la famille et refusé d'aider quand ils en avaient le plus besoin. Quelqu'un m'a même transféré une publication Facebook que ma mère avait écrite, vague mais pointue, sur certains enfants qui oublient d'où ils viennent. Je n'ai pas répondu, pas publiquement, pas au début. Mais ensuite, l'article a été réimprimé, dans une publication plus importante cette fois. Il incluait une ligne de mon discours, celle sur le fait de construire sans filet de sécurité. Et les gens ont commencé à m'envoyer des messages. Pas des trolls des étrangers, des jeunes qui disaient se reconnaître en moi, des jeunes en rupture avec leur famille, des gens qui essayaient de construire quelque chose à partir de rien. Alors j'ai raconté mon histoire, non pas comme une riposte, non pas pour me venger, juste pour dire la vérité. J'ai écrit une courte publication, partagé une seule photo, moi en toge et mortier, debout seul devant le bâtiment de l'université où je n'ai jamais participé à une cérémonie de remise de diplôme. J'ai été accepté dans un programme de premier plan aux côtés de ma sœur jumelle. Mes parents ont payé ses frais de scolarité en intégralité, et m'ont dit que je ne méritais pas les miens. J'ai travaillé 3 emplois, dormi sur le canapé d'une parente, et j'ai finalement abandonné mes études pour créer une entreprise à partir de zéro. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et maintenant que je suis debout, je construis des échelles pour les autres, pas des ponts pour ceux qui m'ont regardé me noyer. C'est devenu viral. Et d'un seul coup, le récit a de nouveau changé. Peu de temps après, j'ai fait don d'une partie de mes revenus à un fonds de bourse d'études, spécifiquement pour les étudiants de première génération ou ceux coupés du soutien familial. Je ne lui ai pas donné mon nom. Je n'en avais pas besoin. Quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles d'un cousin éloigné. Tes parents ont perdu la maison, m'a-t-il envoyé par texto.
Léa a emménagé avec une amie. Elle travaille dans la vente au détail, ne leur parle plus beaucoup. J'ai fixé le message pendant un long moment. Et puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai jamais fini l'université. Léa non plus. Mais il y a une différence. Elle a abandonné parce qu'elle ne pouvait pas suivre. J'ai abandonné parce que j'avais déjà dépassé la vie qu'il m'avait dit que je ne méritais pas. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Parfois je me demande encore, ai-je fait ce qu'il fallait? Étais-je justifié de tourner complètement la page? Ou suis-je allé trop loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis sincèrement curieuse de savoir comment les autres voient les choses. Et si cette histoire a résonné en vous, ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus.